faire confiance à tous les banquiers et conseils qui peuvent l'accompagner là-dessus. Non, il y a de l'ingénierie en la matière. Restez avec nous, Aymeric. On va donc joindre Romain Dobré en duplex avec nous, membre de la cellule info de Bourse Direct. Romain, je vous le propose, on parle du marché avec vous, mais si vous avez un commentaire à faire sur Tesla, alors c'est avec grand plaisir, parce que c'est un feuilleton qu'on suit tous les jours quasiment depuis des mois maintenant sur BFM Business. Et là, c'est vrai que c'est quand même le feuilleton de l'été. Donc, je sais pas, est-ce que c'est une valeur d'ailleurs qui présente énormément de risques? Est-ce que c'est une valeur qui est beaucoup traitée chez vous, une valeur qui intéresse vos clients? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, elle intéresse les clients évidemment parce que c'est une valeur volatile. Donc tout ce qui est volatile intéresse les particuliers et les investisseurs chez Bourse Direct en général, puisque ça leur plaît de travailler sur des ils sont en recherche de volatilité, d'opportunités sur le marché. Non, ce que je peux vous dire, j'ai pas les niveaux précis de Tesla en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement de hausse lui a permis de réintégrer un niveau important. Elle était repartie dans un ancien trading range plus bas et donc là elle est repassée au-dessus d'un niveau majeur. Donc c'est plutôt bon signe pour le titre et tant qu'elle reste au-dessus, voilà, c'est plutôt favorable. Donc ça c'est intéressant. Ce que ça m'inspire aussi, c'est que c'est plutôt un bon coup de pub pour Twitter qui devient un acteur vraiment incontournable de la communication. Donc c'est peut-être là qu'il faut regarder aussi. C'est clair. Alors, voilà, non, sinon plus globalement sur le marché en ce moment, on a des éléments qui n'ont pas énormément changé depuis une semaine, un marché qui est un peu atone et on s'en douterait, assez creux, donc un peu risqué forcément. Maintenant, à court terme, on a quelques petits signes qui nous laissent à penser que on pourrait marquer une petite pause, pas méchante, mais de 2 ou 3%, plutôt 3-4% sur les indices américains, 2 ou 3% sur les indices européens. Pourquoi? Parce que déjà la fin des résultats trimestriels US qui va plus laisser beaucoup de drivers, beaucoup d'éléments et de matière pour les investisseurs. Toujours les craintes de la guerre commerciale qui peuvent faire varier le marché dans un sens comme dans un autre. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les mauvaises nouvelles sont plutôt bien digérées et que les bons tweets ont l'air de faire payer le marché. Donc, on peut y voir un biais plus optimiste là-dessus. Sinon, ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a franchi 5440, 5460 sur l'indice parisien, il y a un niveau de couverture qui a beaucoup baissé dans les portefeuilles. Et on l'a vu ce matin, on est revenu vraiment s'appuyer sur 5460. On a rebondi assez vite dessus. Donc c'est un marché qui est assez technique. On est dans un grand trading range, 5400, 5500 points pour l'instant, un peu coiffé par 5500 points qui était un niveau majeur. Donc en toute logique, c'est normal qu'on mette un peu de temps à le franchir, surtout faute de driver. Maintenant, les petits signes positifs, les petits signes négatifs pour compléter, c'est que sur le S&P, on a quand même pas mal d'éléments. Il y a quand même 3 gaps d'affilée qui se sont produits. On pourrait en voir le 3e gap comme un gap d'essoufflement. Quand je dis d'affilée, c'est dans les dernières semaines, c'est très récent. Le 3e gap pourrait être ce qu'on appelle un gap d'essoufflement, donc un gap qui donne la fin d'un mouvement, un petit mouvement de court terme, donc comme je vous le disais, 3-4% de correction au mieux. Il y a des divergences toujours qui sont visibles, non seulement sur les oscillateurs techniques, graphiques, mais en plus sur les positions ouvertes. C'est-à-dire que depuis avril dernier, le S&P continue à monter alors que la position ouverte diminue. La position ouverte, c'est le nombre de contrats qui sont ouverts, de contrats à terme, sur l'indice S&P directement. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter toutes les valeurs du S&P, on peut acheter du S&P futur. Ce contrat-là, et sur ce contrat-là, les positions sont déclarées et il y a moins de positions alors que le marché monte. Ces petites divergences-là, elles posent problème à moyen terme parce que ça veut dire que le marché n'est pas étayé. Donc prudence aussi là-dessus. Et puis sur les volumes aussi qui sont pas en hausse. Donc peut-être 1% de hausse encore, mais 3-4% de baisse. Donc on se méfie de ça. Un dernier élément, mais on y reviendra peut-être après, c'est le pétrole. Bien sûr, allons-y sur le pétrole, Romain, parce que on sort hier d'une séance de vraie chute sur le pétrole. On a perdu, je sais pas, 3,5%, 4% peut-être sur les cours du pétrole. La baisse se confirme. Ouais, tout à fait. On l'avait anticipé un peu la semaine dernière. Au moment où je voulais annoncer le pétrole a dû reprendre 2% derrière, donc on se posait des questions. Mais en fait, on est sorti d'un canal haussier de moyen terme, qui était ouvert depuis juin dernier, juin 2017, et on a rompu ce canal haussier. On en est sorti par le bas, donc c'était ce qu'on avait cru, on avait détecté là un mouvement de baisse potentielle. Le rebond qui a eu lieu dans la foulée, c'était plus ce qu'on appelle un pullback. Le marché oublie, il y a un phénomène psychologique qui est assez connu en analyse graphique, qui fait que le marché rebondit
dans ce sens-là en tout cas, pour aller retoucher, aller revenir au contact de ce canal. Il est revenu au contact du canal et depuis il est reparti à la baisse. Donc vraiment, il se comporte assez normalement de façon graphique et technique. Donc le mouvement en question de baisse, il est plutôt dans la lignée de ce qu'on pensait, c'est un mouvement de baisse probable à venir de l'ordre d'une dizaine de pourcents. C'est-à-dire que sous 72 $, il y a de bonnes chances qu'on aille chercher 65 $ sur le Brent. Je précise. Voilà. Mais en revanche, au-dessus de 74,90, on réintégrerait le canal. Alors le canal il est en pente, donc c'est 74,90 pour cette semaine. Il faudra le décaler un peu vers le haut dans les jours à venir. Mais voilà, il y a un potentiel de baisse qui est significatif, qui pourrait être donc l'élément supplémentaire. Pourquoi pas déclenchant un petit moment de consolidation sur le marché, compte tenu encore une fois de l'accélération haussière qu'on a connue, etc. Là, je vous parle de quelques jours à quelques semaines éventuellement. On a un horizon de temps qui est assez court, assez proche, mais qui donne des opportunités puisqu'on en cherche un peu dans un marché qui est un peu à tonne. Voilà. Maintenant, les secteurs intéressants restent les mêmes. Pour L'Oréal dont vous parliez tout à l'heure, c'est assez intéressant parce qu'elle est quand même pas très sanctionnée compte tenu de ce qu'on a pu constater les jours précédents pour des valeurs qui étaient dégradées, dans un volume qui est très faible par rapport aux jours précédents, et elle évolue dans un petit trading range de 104-212 à peu près, donc il y a un potentiel peut-être sur le bas du trading range pour continuer. Pour l'instant on n'a pas de figure de retournement sur le titre, mais voilà, on va plutôt chercher à se positionner en achat sur repli et pas trop tôt, donc d'essayer d'attendre un peu, de voir un peu comment réagissent les investisseurs dans les jours à venir, compte tenu du creux de marché dans lequel on se trouve. Et voilà. Le secteur de la santé aussi, il est toujours intéressant, mais on se placera un peu en repli aussi pour l'acheter. Là, il vient de donner des petits signes d'excès à court terme. Bah, c'est bien d'ailleurs, la Sanofi baisse un peu, parce que ça fait partie effectivement des valeurs que vous ciblez, qui sont vraiment dans votre watchlist, comme on dit, Romain. Alors c'est pas très sexy, mais c'est du Sanofi, du Essilor, ça c'est des valeurs qui vous intéressent aujourd'hui, qui ont des configurations techniques qui peuvent être intéressantes dans le contexte actuel. C'est vrai que d'un point de vue fondamental, c'est pas du tout des valeurs qu'on met en avant, que les gérants mettent en avant aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses à faire avec ces dossiers-là. Ouais, exactement. Alors sexy, non, mais en fait on essaie de distinguer ce qui est sexy en bourse et ce qui est performant. C'est moins amusant que des valeurs comme CGG qui ont du potentiel et qui rebondissent pour l'instant, qui a quand même pris 25% au cours des 4 dernières semaines. Voilà, mais en revanche c'est un peu moins dangereux, c'est un peu plus structuré pour l'instant, et puis en plus ce sont des valeurs qui ont du potentiel dans un marché qui est quand même dangereux globalement. Il faut pas oublier de rappeler que on est à mon sens dans une phase de distribution, en tout cas on le voit, les mouvements de baisse sont assez brutaux, vous citiez suffisamment de titres pour lesquels c'était le cas tout à l'heure, et donc il y a toujours une phase où on voit que les mouvements de baisse se produisent avec des volumes assez lourds, les titres qui sont bien payés sont assez vite pour l'instant nettoyés des portefeuilles. Donc on n'a pas d'alerte majeure. Encore une fois, les investisseurs sont couverts sous autour de 5400 points. Sous 5300, ce sera probablement un peu moins le cas. Et là, il y aura à nouveau un risque. Mais en dehors de ça, voilà, si on veut se positionner à l'achat et travailler cette possible dernière extension haussière ou ce mouvement haussier qui peut se produire, oui, c'est des secteurs qui nous intéressent parce que il y a un vrai potentiel, il y a une recovery, il y a des figures de retournement haussière, il y a un trend, il y a du suivi, il y a de la force relative, ce qu'on appelle de la force relative, c'est-à-dire que les grosses mains du marché ont l'air d'être intéressées par ces actifs-là et les payent pour l'instant. Donc on se préoccupe moins du sexy que de l'efficacité. Et c'est effectivement des titres qu'on essaiera d'acheter sur repli. Donc Sanofi, on va attendre environ 2% de repli sur les cours actuels. Essilor, 123, aux alentours de 123,50, on peut commencer à se positionner pour viser des extensions de l'ordre de 10-15% si le scénario de hausse se produit au mieux, ce qui est rarement le cas. Les éléments se produisent rarement en bourse exactement comme on les attend. Mais en tout cas, c'est effectivement, ça fait partie des secteurs qu'on regarde. Un petit dernier élément aussi, c'est que quand on parle beaucoup des valeurs du Nasdaq, j'étais voir un peu plus loin parmi les grandes capitalisations du Nasdaq, il y a quand même des valeurs qui donnent des signaux de retournement qui sont pas inintéressants. Enfin, il y a des valeurs comme Baidu ou Altaba qui sont quand même des grosses capitalisations du Nasdaq, qui elles on donne des gros signes de faiblesse avec des baisses et des volumes lourds. Donc peut-être qu'il faut les surveiller aussi en plus des GAFA pour détecter d'éventuels signaux de retournement. Pour l'instant il n'y a rien de méchant. Le marché c'est plutôt biais haussier
compte tenu de la prudence de chacun, mais plutôt achat sur repli. Et on continue à surveiller un peu l'automne et les échéances d'octobre qu'on a déjà citées plusieurs fois. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous en duplex. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On marque une pause, il est un peu plus de 16h, on sera par téléphone avec John Plassard dans un instant depuis les États-Unis pour commenter l'actualité du jour. On a eu quelques statistiques et puis le dossier Tesla, bien sûr, toujours sur le devant de la scène. Tesla qui est en baisse de près de 3% en ce début de séance sur le marché américain. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Cet été sur BFM.